Bonsoir, bien, je vois qu'il est 19 heures et je suis tellement contente de vous retrouver et le téléphone sonne en même temps, mais c'est pas grave. Barbara, merci d'avoir organisé cette soirée poétique. Juste pour vous rappeler que on est là en Zoom depuis le 1er mars. En fait, depuis le 1er mars, on a organisé ces soirées et qu'on a, à l'issue de ces soirées du premier confinement, publié un premier livre qui s'appelle Le Cercle des poètes apparus, avec une sélection de textes des meilleurs et des textes de création surtout, sélectionnés par Barbara et moi-même. Et ce soir, il s'agit de transformation et Barbara nous a concocté un programme de feu. Et derrière moi, j'ai choisi cette image. C'est une annonciation de Piero della Francesca et voilà, me porte et qui reflète bien cette idée de transformation, de passage, d'annonciation, de maternité, de renaissance. Voilà, je suis très heureuse de vous écouter et de vous entendre en musique, en vers, en texte, et les formes, les textes. C'est tellement important aujourd'hui. Et j'ai l'honneur, merci Barbara, de clôturer cette soirée. Et la nouveauté, c'est on a lancé un appel au texte. Donc, on a des jeunes ou moins jeunes, des auditeurs qui veulent lire aussi. Et ça, c'est chouette, comme on dit en Belgique. Donc, on sera ravis de les accueillir aussi. Barbara, c'est à toi. Barbara, on t'entend pas? Voilà, pardon. Voilà. Voilà, euh, les merveilles du micro. Merci Nathalie, merci à la Fondation Thalie, à Julien, à Jenna pour toute cette préparation et pour toutes ces transformations. Et je vous propose de commencer avec Grégory Chalier et de commencer donc en musique. Grégory Chalier est né en 1992 et il commence l'apprentissage de la flûte à l'âge de 8 ans déjà. Et à 19 ans, il est reçu au concours d'entrée de la Haute École de musique de Genève dans la classe de Michel Bellavance. Quel beau nom, Bellavance. Il suit aussi les cours de grand maître et en ce moment se perfectionne avec Adam Walker, qui est le flûtiste solo du London Symphony Orchestra. Et puis, dès le printemps 2021, il sera membre de l'Académie PPCM, Performance Practice in Contemporary Music, de l'ensemble Klangforum en Autriche. Et en entrée pour ce soir, il va nous jouer d'André Jolivet l'incantation numéro 3 pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace, pour que la moisson de beauté et de rencontre sur cette 17e équinoxe transformation soit riche. Plus tard dans la soirée, en intermezzo, il jouera aussi en duo avec Niki Asimov la fantaisie caprice d'André Jolivet pour flûte et piano. Mais maintenant que la moisson soit riche, et c'est à toi, Grégory, merci beaucoup.
Merci pour cette ouverture de la moisson. Et nous restons dans le son avec Vincent Barras, qui a une double formation littéraire et médicale. Il est professeur d'histoire de la médecine à l'Université de Lausanne et il dirige l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé qu'il a créé. Mais il est aussi poète, performeur et grand spécialiste de poésie sonore. Sa longue liste de publications comprend aussi bien des ouvrages hautement scientifiques de référence que des anthologies poétiques. Il traduit en français de nombreux ouvrages de l'italien, de l'anglais et de l'allemand. Bref, c'est un extraterrestre et ce soir, il va nous faire entendre ses transformations. Merci Vincent d'être avec nous. El A N A en A tuk en O Z al A el A tuk er O N A engil al A ing agr O M ed seluvle av O ing agr O M ed sen ol O O el A teker eliopmal A O M O teker O neivlep O ilinol ok O tnat nexednl ok O esrefsnart ok O tnadnex A nol ok O esidnep A L A M O C H O Noelil A M O Nugej O Noert O P Emeirt A Uk M O Ned O Ud O Noert O P Emeis A O Art M O Ned O Ud O Euk It A P L A N A K T Eluki Sev T Euk O del O K T Eluk Nor A K E His O Sev A Gnusri Wu Ed L A N A K T Etet T Euk T Sper O K S A Erknap Sev A Noitr O P Emeik Sued M O Ned O Ud O Noitr O P Ereimert M O Ned O Ud O R O Lip O Sudonf O A Id A K O Eg A Hap O Zoel A Eneignir A Hap Etil Ak Al A L A K K Ub Etiv Ak Al A Sned O Elubitsev O Etnef A L Ed A Del A Fant O Vestibule O dans A L A K A Vité Buc A L A L A K A Vité A Ringienne A Leuz O Age O K A Ardi A O Findus O Pile Or O du Orden Homme première portion O du Orden Homme deuxième portion avec pancréas que or et que et tête et que a al de Wirsung avec o si et que a roncule et que o led ok et vésicule et que a al et a tic o du o den homme
oasième portion, O du O den homme, que quatrième portion, O, jéjune, homme, A, l'iléon, O, sec, homme, appendice, oc, O, long, ascendant, oc, O, long, transverse, oc, O, long, descendant, oc, O, long, ili, O, pelvien, O, recte, homme, O, A, l'ampoule recte, al, oc, ol, on, de orgue, a, ni, o, val, vul, de orgue, a, ni, a, ligne, a, n, o, recte, a, z, o, n, cut, a, ne, a, n, al. Merci beaucoup, Vincent. Et nous allons maintenant écouter Christa Liglignadakis, qui est née à Athènes en 1979. Elle est écrivain, poète et traductrice grecque. Elle est cosmopolite et polyglotte. Elle a étudié la philosophie, la politique et l'écriture créative en Angleterre et à Istanbul. Elle parle et écrit en grec, en norvégien et en anglais. Elle pratique le français et le turc. Elle rédige des articles pour la presse en Grèce, au Royaume-Uni et en Norvège. Elle est Grand Prix national de poésie en Grèce en 2018, Best Poetry 2018. Elle est aussi membre de Sharing Perama, un projet artistique et culturel que j'ai initié à Perama. Et elle traduit les poèmes de Robert Montgomery en grec. Mais ce soir, pour Transformation, elle va nous lire en anglais et ce sera Massive Scale. Merci Barbara, merci à tous. Merci Fondation Paris. Malheureusement, ça sera en anglais, mais Massive Scale. We know what evil looks like after God, after his demise. A sick little light in a poorly lit back street, like the bells on the ankles of the mortuary attendants in the cities of the plague. Let no man near. But lo, behold, see how windows open timidly to see inquisitively what crawls the street. Let in the light, the sinister light, enter with a caress on the curtains, with a blazing breath, making buildings glow hard, digging gaping graves outside their doorsteps. Evil, after the death of God, looks like senseless dying on a massive scale. Genocides, ethnic cleansing, discriminations, man-eating battles for conquering a new source of meaning, a new source of morals. The measure of it all, the individual. The measure of it all, society. The measure of it all, ideology. The measure of it all, never with measure. We know what evil looks like. Think of what good, think of what good would look like on a massive scale. April 1944. 2 United States aircraft Litfoja sent to photograph the IG Farben factory in Poland. On approach, the second pilot captures unknowingly on film an industrial complex just beyond its walls. Decades later, someone looks closer, noticing lines of men and women entering buildings in a row. The Americans had seen Auschwitz without seeing it. July 1916, the Battle of the Somme. 3 million men buzz in the trenches. 1 million will turn to compost, body on body stacked on soil. They dump them in tents without cots, without stretchers. 1,000 a day, half torn and mutilated. Mud blooms around them.
Young Alexander Gillespie has found marigolds on the edge of a flooded trench. He writes to his parents to send him watercress and flame flower seeds. He cultivates poppies and violets sent to fellow soldiers. The injured rejoice in their blooming tomb outside the tents. Gillespie dies at 26 on the first day of loss, full of dreams of a neutral zone overgrown with flowers from Switzerland to the English Channel, a suture to keep humanity from collapsing into its dug desert, into itself. To his name, he has no resting place. December 1943, Hans Frank, Governor General of Poland, opens the Brühl Palace on evenings for recitals. He performs on the piano himself with eyes closed and trembling eyelids and thin electrified fingers and loys aflame with fervor. On certain nights, after so many gorgeous melodies are heard, he takes his guests for hunting in the ghetto. They play a game called Shoot the Mice. He knows how to spot the children crawling hunting for food. And if a soldier misses, he takes the weapon in his hands and aims with care. It snows silently. At Nuremberg, he'll say, it was a wild and stormy period filled with terrible passions. A whole country was on fire in a struggle of life and death. He will be hanged, then burned, then thrown into the river Isar. We know what evil looks like. Think what good might look like on a massive scale. Thank you. Thank you, Crystalli. Yes, the transformation we are aiming for is to look at good on a massive scale. Indeed. Thank you. Niki Asimov est pianiste, poète et photographe. Il vit et travaille à Genève, où il performe sa poésie, expose ses photographies et donne des concerts de piano dans tous les contextes possibles. Il a participé à plusieurs équinoxes et il a également participé au livre publié par la Fondation Thalie, le premier volume du Cercle des poètes apparus dont parlait tout à l'heure Nathalie. Pour transformation, il va nous lire L'âme et l'encolie. On dirait presque la mélancolie. Nikias, à toi. Bonsoir, merci de l'invitation. L'âme et l'encolie. Mais l'encolie joyeuse, recueillie près de sa source, parmi tous ces sépales papillonnés par le vrombissement stigmatique du sucre céleste, chute sourde sur les estrades des gynécées, riba des étamines, hydrocuté de désir, se croyant noyé par des feuilles en pleurs. Dès les premiers rayons, dans le secret des pétales, l'apogée des amours décousus reprend, incise ciselée de drames trop joués, au rythme, cette fois, des insectes, infidèles par inadvertance. Du souci prime sautier au jour gris où tout s'enfuit, aux douceurs démunies des aïeux quand les rejoignent les premiers papillons, de l'averse et des frimas aux floraisons, arabesques infinies qu'elle envisage seulement à travers la buée de sa rêverie. Ainsi, l'encolie arbore silencieusement une âme limée, nettoyée, talisman sauvage consacré à l'assaut des nuages. Mélancolie, au rabais des grands bradés, à la variété intégrale des petits plis sentimentaux délicatement saucissonnés de vieux crépons, rafraîchis à chaque sortie par un regard,
l'âme se promène sur la pente douce des souvenirs amoncelés. Un parfum l'emmène sur un sentier silencieux, loin du col, lui laissant voir d'un côté l'encre que le mot n'a pas encore illuminée, et de l'autre, la lie rougeoyante de la vie. Près du sommet, bien loin des plis et des colis, dans un parterre humide de mai, l'âme découvre une encolie. Mais le temps tire sur son licol, et, malgré son désir, l'âme, incapable de cueillir, se résout à redescendre par le même chemin, avec, pour seul trésor, un effluve en main. En bas, les instants ne l'ont pas attendu pour reprendre leur ronde, entre deux sommets toujours différents, où, sous les regards vagabonds de la mélancolie, tout s'éloigne d'ici. Merci. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons maintenant écouter et admirer Marion Collet. Marion, elle pense, elle crée avec son corps. Ancienne élève de l'Académie Fratellini, elle complète sa formation circassienne au Centre national des arts du cirque avant de devenir fil de ferriste. Pas encore fil de fer, mais fil de ferriste, comme fil de fée. La poésie est le second fil de vie de cet artiste qui a fait naître autour du domaine, librement inspiré d'un recueil de Guillevic et qui publie Être fil chez Bruno Doucet. Elle crée aussi le collectif Porte 27. Elle collabore fréquemment avec Véronique Kay. Elle vit. Et pour Transformation, elle va nous lire, performer la partie centrale de son livre intitulé « Mon corps s'ouvre ». Elle se réjouit de nous lire parce que c'est une partie de son livre qui doit être lue en public. Marion, on se réjouit. Merci, bonsoir à vous tous et toutes. Ce poème, c'est une très grande chute, il faut l'imaginer comme une grande chute. Et la chute, il ne faut pas la penser comme quelque chose avec un début et une fin, ou quelque chose de chronométré, mais comme un espace qui n'est pas un espace d'échec ou de douleur, mais comme un grand élan, un espace où se récoltent les sensations et où s'opèrent plein de glissements, de trouées, de percées, et comme un espace, comme un grand nuancier. Voilà. Et pour que vous puissiez rentrer dans ce texte, je vais vous inviter à fermer les yeux. En fermant les yeux, c'est la première bascule qu'on opère pour rentrer aussi en nous-mêmes, et que ce nuancier, ça passe vraiment par des transformations du corps. Et je vais vous inviter à imaginer que votre corps s'ouvre et que toutes les choses que vous allez entendre vous apparaissent pour la première fois et vous transforment et vous transpercent. Parce que la puissance de transformation, elle est en nous, et vous allez voir, elle se déroule comme un grand fil, parce qu'on est très vivant dans cette grande chute. Alors, fermez les yeux. Verdure, lilas, bosquet, rigole, rail, cabriole, nuée, allée, route, rue, sillon, sillage, essaim, tube, tuyau, asphalte, pavé, papillon, éclat, couleur, trompe-l'œil, panier, amour, pain, sel, miel, destin, rayure, quai, déchirure, posture, caresse, parcours, détour, allure, tracé, retour, rubis, roc, escapade, ville, rêve, neige, esplanade, étang, lac,
mare, creux, creuset, terre, phrasé, bleuet, mot, mort, mer, miroir, trésor, vapeur, noir, terreur, pliure, sentier, soir, chemin, forêt, insecte, corbeau, louve, fauvette, crapaud, champ, clocher, ruine, espace, cible, désert, cimetière, poussière, cratère, césure, blessure, artère, trace, méthode, matière, fleuve, usine, mémoire, usure, histoire, saison, feu, foyer, raison, image, crâne, fibre, maison, tronc, mystère, mousse, statue, rapace, étoile, armée, astre, année, pieuvre, papier, promesse, prison, prouesse, lueur, gris, prière, roche, paupière, alliage, pierre, souvenir, abeille, chef-d'œuvre, infini, pont, écorce, brasier, nid, échelle, pouvoir, levier, ossement, piège, remords, limite, décor, regard, étendue, frontière, record, firmament, passion, richesse, valise, pluie, puits, flaque, fruit, tour, terre, mouchoir, bougie, outil, fresque, veine, pochoir, colline, estuaire, ligne, traverse, trou, hortensia, soleil, calvaire, émotion, sursaut, radicelle, falaise, accord, accent, amant, merveille, visage, terrassement, vallée, cachette, retrait, grotte, secret, fourneau, levant, station, lambeau, tristesse, flambeau, paresse, délicatesse, ombre, parasite, silhouette, jeu, pain, fer, vœu, palpitation, seconde, éolienne, contrée, cornée, butée, trachée, tranchée, trouée, percée, savoir, retard, noce, envol, chute, élan, fatigue, étreinte, traîneau, viaduc, pelouse, friche, fjord, frousse, frima, jardin, niche, arase, enfance, craie, démence, présence, lumière, océan, ridule, virgule, errance, île, monticule, répit, ralenti, traversée, voyage, semence, sermon, ivresse, flèche, lucidité, nuage, fragilité, fêlure, frôlement, écriture, franchissement, fracas, parfum, état, volonté, oppression, vacarme, désuétude, désolation, amertume, abri, brisure, remblai, rage, disparition, profondeur, étincelle, cri, coton, rayon, repli, recueil, bouquet, respiration, reptation, cru, chant, rue, mue, relure, famine, fureur, douceur, latitude, périple, idée, donnée, danse, craquelure, coquille, camisole, ritournelle, rime, transition, bémol, époque, air, siècle, verre, vase, buse, base, brise, crise, colère, butoir, mur, face, souffle, muscle, espoir, tendon, figure, résilience, attente, mélancolie, acrylique, hérésie, aporie, blancheur, aphasie, atonie, atome, trouvaille, apathie, appétit, trahison, escarcelle, égratignure, rivet, serrure, duvet, famille, gravat, visite, paradis, navire, vivant, écoutille, tombeau, marche, herbe, chaussée, personne, épouse, écho, marquage, béton, soin, sage, silence, morsure, murmure, fourmillement, tissu, tissage, partage, moulin, vent, mouvement, miracle, clairière, veillée, ablais, éternité, portée, musique, mensonge, marge, margelle, géant, songe, vide, espérance, fragrance, jour, sacre, sucre, sauge, saule, sol, source, saut, solitude. Merci.
d'entre vous ont fermé les yeux parce que comme je les ai fermés, je n'ai pas pu voir. Mais j'ai entendu le mot paupière, alliage et puis mélancolie comme un écho au poème de Nikias. Merci beaucoup, Marion, pour nous avoir emmenés très, très loin. And now we will listen to Matthew Ament, born and raised in the coal mining country of Western Pennsylvania. Matthew, as we say, cut his teeth training and performing in the US and abroad with the famed Guthrie Theater out of Minneapolis, making his New York debut in 2009 as the title role in Henry V. The New York Times described him as a distinctively cool Henry V. I don't know if Henry V is meant to be cool, but such he was with you, Matthew. And in 2014, Matthew won the Emory Beatties Award for the role of Prince Hal in Henry IV, parts 1 and 2. And in 2018, his work as Hamlet was lauded by the Pittsburgh Post-Gazette as one of the top 3 productions of the year. And he was named Leading Man of the Year. He will read us a most wonderful speech about transforming in Henry IV, part 1, Prince Hal, for which he got this important award, when Prince Hal is speaking to his father. Matthew, the floor is yours, and thank you very much. Merci Barbara et bonsoir à tous. Excuse-moi mon français, mais j'apprends maintenant. Voilà, oui, une pièce de Shakespeare que j'adore, que j'ai trouvée quand j'étais petit. Et quand j'ai eu des rêves de devenir quelque chose de différent dans le futur. Bon. Do not think so. You shall not find it so. And God forgive them that so much have swayed your majesty's good thoughts away from me. I will redeem all this on Percy's head, and in the closing of some glorious day be bold to tell you that I am your son. And I shall wear a garment all of blood, and stain my favors in a bloody mask, which washed away shall scour my shame with it. And that shall be the day, whene'er it lights, that this same child of honor and renown, this gallant Hotspur, this all-praised knight, and your unthought of Harry, chance to meet. For every honor sitting on his helm, would they were multitudes, and upon my head my shames redoubled. For the time will come when I shall make this northern youth exchange his glorious deeds for my indignities. Percy is but my factor, good my lord, to engross up glorious deeds on my behalf, and I will call him to so strict account that he shall render every glory up, yea, even the slightest worship of his time, or I will tear the reckoning from his heart. This, in the name of God, I promise here, the which, if he be pleased, I shall perform. If not, the end of life cancels all bands, and I will die 100,000 deaths ere break the smallest parcel of this vow. Merci à vous. Wow. Merci beaucoup, Mathieu. Magnifique. Et maintenant, nous allons entendre Manuela Morgan, qui est toujours dans sa péniche, écrivain, metteur en scène, réalisatrice de films, grande admiratrice des films de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Elle dirige Envers Compagnie, un repère de création indépendant depuis 1991. Prix de Rome en 1994, lauréate de la Villa Médicis hors les murs en 2004, elle vient de publier aux éditions Fabula Le temps a commencé de cesser, des poèmes oraculaires. Pour Transformation, elle va lire un extrait de Pour Wad,
un film d'archives de la Syrie avant la guerre, en cours de réalisation, qu'elle dédie à Wad El-Kateab, réalisatrice de l'inoubliable Pour Sama. De Pour Sama à Pour Wad, et pour reconstruire en images ce qui a été détruit et transformé par l'archive. Manuela, nous t'écoutons. Wad, la promesse, c'est ce que dit ton prénom, Wad. Je te promets, je revois ces images pour la première fois en pleine pandémie mondiale, 3 mois durant, entre mars et mai 2020. Je les ai tournées dans ton pays il y a 15 ans. Je m'adresse à toi. Je t'écris en plein confinement de la presque terre entière, à toi qui étais confiné en temps de guerre à Alep en Syrie. Tu réalisais le film Pour Sama. Tu te promettais de laisser trace pour ta fille Sama, née miraculeusement à Alep entre les bombes. Devant ton film, j'ai sangloté, me suis caché les yeux plusieurs minutes et après je n'ai plus dormi, tellement tes images essentielles, autant qu'insoutenables, m'ont hanté à jamais. Je suis enfermée en temps de paix devant mes images de ton pays encore indemne, ton pays pas encore détruit, que je voudrais reconstruire en vision pour toi, là, sous tes yeux, pour toi, pour tes enfants, pour Sama, pour Ramsa, tes frères, tes sœurs, ton peuple, le reconstruire visage après visage, pierre après pierre, dans un geste de cinéma. Le sommeil des hommes sur les tapis, ils sont vivants, ils dorment dans ma Syrie de 2005 et 2007, quand ils seront morts dans ton film à toi, tourné à Alep entre 2011 et 2016. Les archives sont un ensemble de documents conservés pour pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Elles désignent aussi le lieu où l'on conserve ces documents. En plus d'être des moyens de prouver et de garantir des droits, les archives constituent des sources pour quiconque veut connaître le passé. En revoyant ces images qui sont devenues des archives, bien malgré moi, aujourd'hui je repense dans ton film au nouveau-né, extrait du ventre d'une mère morte. Je pense à ce nouveau-né, et pourtant pas encore vivant, qu'il faut réanimer longtemps, en le tenant par les pieds, en le secouant comme un pantin, en le frappant fort dans le dos, tête en bas, une loque, en l'arrachant de la mort, pour le pousser à la vie, le faire respirer, et enfin crier. C'est ce premier cri sorti du fin fond des décombres d'un corps, qui est le fragment d'un pays. C'est ce son-là, ce son de naissance, qui m'a le plus bouleversé dans ton film. Parce que Pour Sama, bien avant d'être un film, est un signe de vie arraché à la mort. Je revois, je monte mes archives comme pour faire respirer à nouveau ton pays, le retourner tête en bas, le secouer, lui donner un nouveau poumon. Est-ce qu'une image peut remplacer un poumon? Si seulement l'image pouvait être un organe de vie que je puisse t'offrir comme un greffon. Ce sont les images indemnes de ton pays vivant, entier, traversé il y a 15 ans. Je te le promets, Wad, je te le restitue, je te le tends comme un corps vivant à substituer aux morts. Je te le rappelle, j'oppose sa mémoire de toute beauté au lambeau de son présent. Je me demande encore pourquoi, en 2005, j'ai tant filmé les visages, les paysages, les êtres et les gestes de Syrie, alors que je ne faisais que repérer pour mon film de fiction, Foudre, une légende en 4 saisons, dont la saison du printemps se déroulait en Syrie, entre Alep et les bords de l'Euphrate, comme si je devais constituer inconsciemment une archive. J'ai sans doute senti que le pays couvait sa guerre, qu'il était sourdement en train d'exploser. Je me suis arrêtée dans les yeux des enfants. Les enfants jouent à Alep en 2007, quand ils meurent devant ta caméra 10 ans plus tard. Ils ne savent pas encore l'innommable qui les attend. La paix. Tout du long, j'ai filmé la paix il y a 15 ans. Le lait des brebis qui fait tant écho à ton lait de mer, le lait que tu as donné de toi à Sama. Et la palmyre, j'en avais tant rêvé depuis l'enfance, et je suis là. Son nom est déjà un joyau d'éternité. Ruines et colonnes dans le soleil,
Ce ne seront plus que des ruines, mais pour l'instant tout tient debout en enfilade. Pour Wad, c'est le titre que j'ai voulu donner à ces archives de ton pays. Te les dédier, comme tu as dédié ton film à ta fille Sama. Ces images antérieures te reviennent, se superposent aux tiennes, les recouvrent comme une seconde peau, un tulle gras pour apaiser les brûlures, pour combler, penser les impacts, creusant les corps et les maisons. Humble film déposé en transparence, voile maternel, comme la coiffe du nouveau-né, le contraire d'un suaire, d'un linceul. Merci Manuela pour toute cette magnifique émotion et ce cadeau que tu tentes de rendre à ce pays qui nous est cher à beaucoup. Merci. Morten Søndergaard est un poète et un artiste danois. Il a publié de nombreux livres de poèmes, reçu autant de prix littéraires qu'il a publié de livres et traduit en danois Jorge Luis Borges. Je me demande à quoi ça ressemble en danois. Il a cofondé le collectif de poésie expérimentale Överste Kirurgiske. Le travail protéiforme de l'artiste conjugue écriture, art sonore, travail de la matière et performance. Dans votre univers, Morten, les livres de poèmes côtoient les ready-made, les livres d'artistes, les marbres gravés, les pages où se développe et se déploie l'écriture acémique. Le langage y est principe actif, comme dans la pharmacie des mots, œuvre traduite en une dizaine de langues, publiée en France par Joka Seria, mais dont vous allez nous lire ce soir un extrait en anglais. Morten, the floor is yours. Morten, you need... Oh, yeah. I'm going to read from this box, my pharmacy, my word pharmacy, and I'm going to read you the verbs because I thought the verbs must be the right words for transformation. So inside the box there is a leaflet, and it's you can say the work is based on grammar, a combination of grammar and medicine. The verbs. What are verbs and how are they used? A verb is a word that expresses an act, a state, an event, an activity, a change, a transformation. Verbs make the world work. And consequently, there are more of them, the world verbs. Your poet may have prescribed other form of use. Follow your poet's directions. 2. Important information about verbs. Do not use verbs if you don't want time to pass, or if you are in some other way unwilling to be conjugated, moved, or changed. On the other hand, you can use verb if you would like to alter something, affect a condition, or change the world. You would like to change the world. You can, for instance, take one thing from one shelf and put it on another one. You can plant a verb, eat its fruits. Use of verbs with food and drink. Verbs can be used with food and drink. Pregnancy. Verbs can be used during pregnancy. Breastfeeding. Yes, verbs can be used while breastfeeding. Driving and operating machinery.
Oh yes, verbs have great effect on motor functions. Verbs are traffic. Verbs keep things moving. Verbs appear all by themselves like blooms on flowers. The skies are happening blue. Things are happening. See for yourself. The flowers flower. Cloth hang on hangers. Verbs are the oil and grease in the world. They open and close the world as best they can. Verbs can be helpful, but they push and pull and thrust themselves forward. Verbs are the dogs of language. Verbs sniff at things. They mark their territory. Verbs smell and howl, but no sentence without a verb. 3. How to use verbs. Shout, run, shit, eat, sleep, love, die, live. 4. Side effects. Serious side effects with verbs. The verbs to be is strongly inflected in every language. To be is the most strongly inflected word of all words. The word which you simply have to learn by heart. It reflects man's trouble with existence. Special side effects. Verbs have a special relation with the word to and I. Verbs are dependent on those two words in many different contexts. To for the world and I for you. 5. Storing verbs. Keep verbs well within reach of everything and everyone. And now we're gonna eat, you know, our grass. Eat some words, yeah. Eat some words. Yeah. Take care of overdosing. Thank you. And in order not to overdose with words, we're gonna now have an intermezzo with music. Et nous allons entendre Grégory Chalier à nouveau et Niki Asimov, mais cette fois-ci pianiste, qui vont nous interpréter du même André Jolivet au début, à l'ouverture de cette moisson, cette fois-ci la fantaisie Caprice pour flûte et piano. Grégory et Nikias, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci.
tu peux commencer un peu qu'on te voit aussi et qu'on puisse te remercier pour ces 2 morceaux de Jolivet, magnifique compositeur français. Merci, merci les musiciens. Merci à vous. Et maintenant, nous allons entendre Olivier Liron. En fait, Olivier Liron, il est l'un des résultats des liens qui se créent pendant ces soirées équinoxes, des liens étonnants et extraordinaires, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Céline Fribourg, qui a lu sur Équinoxe au printemps, m'a parlé de Clara Molloy, que j'ai donc invitée lors de la précédente Équinoxe, qui m'a parlé d'Olivier Liron, qui m'a offert un magnifique livre de Clara Molloy dont on parlera tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est sur Zoom, oui, mais on se rencontre ici et c'est magnifique. Olivier Liron publie chez Alma, éditeur, et bientôt chez Gallimard. Alma affirme que la littérature est l'art de ne pas enfermer les phrases dans une mécanique de communication. Et Acétone, la love story danse d'atomes d'or et de l'art pur, tout comme Neige, une pièce de théâtre poétique dédiée aux liens entre mère et fils. Lors de la précédente équinoxe, Olivier nous avait lu La vie rêvée des mousses, un autre dialogue entre fils et mère sur la vie et le vivant à travers la botanique. Ça, c'était le 17 décembre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va nous lire, c'est une surprise. Donc, pour Transformation, il va nous lire Surprise. Olivier, c'est à toi. Merci Barbara, ça va, on m'entend bien? Merci Barbara, merci à la Fondation Thalie et puis merci à vous pour vos lectures qui sont autant de petites, de petits cadeaux et de petits signes de vie. Donc je suis très ému, je vais vous lire un texte qui s'appelle, qui est un poème et qui est une autre transformation qui est celle du deuil et de ce qui s'ensuit en nous. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la lumière du soir. Celle qui s'enfouit doucement dans le velours secret des ombres, dans les poèmes de la fin ou du commencement d'un monde, entre les vieilles pierres qui ne peuvent pas être déchiffrées. Ballotté par le givre brûlant de l'hiver, on pourra juste un peu s'asseoir autour d'une table où bouge un peu de feu fragile. Ce n'est pas tout à fait un solstice d'hiver, en tout cas pas celui qu'on attendait. Ce n'est pas cette lumière qu'on espérait toucher des lèvres, un désespoir d'ambre et de saveur mourante de raisin, cette lumière, comment oublier cet adieu dévorant près de la porte dorée dans la rue des Feuillantines, une dernière fois ta silhouette, dans une rue en pente qui redescendait vers ta mort, tu es parti sans un mot. Tu es descendu vers le grand trou d'ombre, ma petite morte de 28 ans, et je sens parfois la nuit ton corps palpiter contre moi avec un effarouchement en panique de petite bête traquée, comme si je te tenais contre moi avec nos corps nus côte à côte étranges. Et je me souviens de la dernière nuit, il faut vraiment que je te dise quelque chose, tu m'as dit. On était allongés sur le futon qui te servait de lit. C'était la dernière fois que nous avons fait l'amour et je ne le savais pas. Tu as ri simplement et tu as dit j'aime quand tu me baise violemment, le plus violemment possible, ça fait de moi une salope, tu crois? J'ai dit non, non, ça ne fait pas du tout de toi une salope. Et puis d'abord, ça ne veut rien dire. Une salope. Tu as dit, je ne sais pas, peut-être une salope sentimentale parce que j'aime en même temps me sentir aimé, éperdument aimé. Et j'ai dit quelque chose d'idiot, j'ai dit, tu es une salope romantique alors. Et tu as éclaté de rire. Oui, c'est ça. Je suis la plus sentimentale des salopes. Et maintenant, je marche dans la lumière du soir qui tombe sans fin sur le monde, qui tombe sur la mer, mon amour. Et le chagrin est suspendu au-dessus de moi. Il attend encore un peu pour me tomber sur la gueule. Est-ce qu'il y a une façon de
se dérober de tout perdre et de tout oublier pour revivre au mieux pour le souffle las de la neige si mêlée. Mais il ne faut pas céder à la tristesse. Pour l'instant, c'est un village. Au milieu des labours, il est 5 ou 6 heures. Pour l'instant, c'est un peu de chant dans le froid, un peu de froid dans le dedans du cœur. Pour l'instant, tout se passe un peu dehors, un peu à côté, un peu ailleurs. Tu sais, si on veut résister à ça, il ne faut pas qu'on y réfléchisse. On voudrait seulement avancer très en douceur dans la nuit jusqu'à ce qu'on soit changé en autre chose, en nuage ou en brouillard. Ce n'est pas tout à fait l'hiver, en tout cas pas celui qu'on attendait, mais le village est là, un peu là, tout près avec ses maisons, et il y a de la chaleur. Une chance qu'on ait pu échanger un baiser sur un coin de trottoir, un moment avec tout l'univers en vrac dedans, avant qu'il ne soit trop tard. C'était comme une pause avant la grande bousculade de l'absence, avant que la mort nous esquive et nous démasque. Il faudra composer avec la nuit, le néant, la neige, s'y plaire, on ne se goûtera plus, je pense. Je ne goûterai plus jamais la saveur de ton corps, comment chanter légère la tristesse qui s'annonce, alors on use ses souliers et sa mélodie en rythme. Et déjà, tout est moins lourd, que faire, puisque c'est sûr, ce que nous fûmes s'enfouit dans les draps grèges de la neige, puisque vont venir le deuil et puis l'immense château de l'oubli, puisque ton ombre est moins réelle que le fantôme que Jean dessine, puisque tu as vécu jusqu'au bout selon ton désir et ta joie d'être vivante, puisque la neige tombe sans douleur et sans bruit. On dirait que c'est la fin d'une saison ou d'un poème ou d'une histoire d'amour, à moins que ce ne soit autre chose, une façon de recommencer. Merci à tous et à toutes. Transformation, recommencement, transformation. Anne Kerner. Anne Kerner est une femme d'art et de culture. Journaliste, critique d'art, créatrice vidéo, réalisatrice de la série Je suis, parmi tant d'autres. Elle n'a de cesse de mettre en lumière les artistes et de faire vivre leurs œuvres. D'abord avec ouvre-tes-yeux.fr, désormais avec artvision.fr. Elle est aussi une grande amoureuse d'Henri Michaud, qu'elle a beaucoup étudié. Et pour transformation, elle va nous lire des textes mescaliniens de la transformation de Michaud. Anne Kerner, Anne, c'est à toi. Le micro, vous m'entendez, c'est bon? Voilà. Je vous emmène dans le jardin exalté d'Henri Michaud. Il restait un peu de produits préparés, lorsque quelques jours plus tard, on me proposa un jardin à la campagne. Quelqu'un voulait faire un essai. Un disque de musique carnatique fut mis. Les premières notes, à l'instant d'une importance inouïe, furent comme frappées à l'intérieur de l'oreille même. Musique telle qu'on n'en avait jamais vue, jamais de la vie entendue d'aussi près. Elle nous cueillait au passage, force intérieure de l'Inde encore intensifiée. Celle-ci apportait prééminence, poussée à la grandeur, alliée à de la ferveur, à une ferveur impersonnelle. Comme l'eau avance dans le lit d'un fleuve, pareillement la musique avançait dans le lit de mon être, entretenant, entraînant ampleur et aspiration à l'ampleur. Et le jardin fut présent, tout autrement présent. Depuis le début, une profondeur subtile avait gagné son extrémité. Il s'agissait à présent d'un tout autre chose, et même d'un tout autre jardin. La musique, sans plus ressortir, s'était unie à lui, une union dont je n'avais aucune idée, si intime que je l'oubliais, union particulièrement forte avec l'arbre dominant qui s'y trouvait, à la double couronne, très feuillue, agité sans arrêt en mouvements inégaux, tumultueux, embrassé par une brise devenue passionnée, ensemble inouï. Sans caractère comme sans style, lorsqu'entrant et passant devant, je le vis si peu prometteur
Le jardin quelconque se trouva alors d'emblée muet, devenu jardin paradisiaque. Et moi, devant à quelques pas, et si naturellement que je ne savais plus depuis combien de temps j'y étais, au jardin des jardins, celui où on ne songe à rien de plus, qui vous comble, et par aucune chose au monde, même pas par du temps, ne peut être séparé un vrai jardin de paradis. C'était donc possible, et pas de pommes, ni de serpents, ni de dieu punisseur, seulement l'inespéré paradis. Et sans avoir à bouger, devant l'arbre même qui en était le centre, à la vaste couronne, aux jaunissantes feuilles charnues, annonciatrices dorées du proche automne. Une brise s'était élevée, réveillant les rameaux endormis et les feuilles languissantes à l'ampleur souveraine, exprimant félicité, félicité au plus haut degré et désir de plus de félicité, félicité de toutes sortes offertes à l'instant d'après arrachées, reconquises, réoffertes pour le partage et pour l'hommage, pour le don éperdu. Le monde exalté de l'Orient était là, un et total, exprimant le summum d'extase au nom de tous sur terre. Ce que rameaux et feuilles peuvent figurer aucun bras, comme aucun corps de femme ou d'homme, aucune danse humaine ou animale n'aurait pu le réaliser. C'étaient des débordements à n'en plus finir, élastiques et en tous sens, avec des nonchalants suivis de reprises inattendues dans l'instant déchaîné, indépassable. Beauté des palpitations au jardin des transformations, assouvissement et inassouvissement partaient de l'arbre au ravissement, appel aux assoiffés, appel enfin entendu exaucé. Le supplément attendu depuis toujours était reçu, était livré. Et s'ouvrait, se refermait, le désir infini, pulsation qui ne faiblissait pas. Entre terre et cieux, félicité dépassée, une sauvagerie inconnue renvoyait une délectation par-dessus toute délectation, à la transgression au plus haut comme au plus intérieur, là où l'indicible reste secret, sacré. S'y ajouter seulement, s'y agglutiner, scansion imperturbable, un rythme sourd, fort, mais également intérieur, tel le martèlement d'un cœur qui aurait été musical, un cœur venu aux arbres qu'on ne leur connaissait pas, qui nous avait cachés issus d'un grand cœur végétal, on eût dit planétaire. Cœur participant à tout, retrouvé, enfin perçu, audible au possédé de l'émotion souveraine, celle que tout accompagne, qui emporte l'univers. Merci Anne. Et maintenant, nous allons entendre Clara Molloy, qui est française, poétesse, mais également éditrice et créatrice des marques de parfums Memo Paris, Floraiku et Hermetica. Elle a créé en 2019 le Festival de poésie visuelle Ciné Haïku. Et elle a publié Tempe Apaya dans la collection grise de Shane. La paille, elle nous en a parlé comme symbole de fragilité, le grain et le pain du poème. Pour elle, la poésie rassemble ce qui surnage. Mais elle a aussi écrit ce petit livre, petit par sa dimension, mais immense par les merveilles de son contenu, que m'a fait lire Olivier Liron. Ce magnifique livre qui s'appelle Grandir, avec un S. Et pour Transformation, elle va nous lire un extrait de ce livre et vous dire aussi que les connexions Zoom sont improbables puisque, en fait, nous habitons toutes les deux à Genève, Clara et moi, et que nous nous sommes rencontrés cette semaine. Clara, merci beaucoup de nous lire cette merveille de grandir. Merci Barbara. C'est Molloy, c'est irlandais. On en parlera une autre fois. Donc se transformer, parfois c'est grandir. L'image la plus surprenante qui me vient à l'esprit lorsque je repense à mon frère Georges
c'est celle de cet après-midi dans l'appartement de mes parents, à Paris. C'est un grand rez-de-chaussée surélevé, rempli d'œuvres d'art. J'ai 24 ans. Georges en a 37. Je n'habite plus là depuis peu de temps. Je suis passée voir mes parents avec cette nouvelle sensation de n'être plus tout à fait chez moi lorsque je suis chez eux. Je vois de loin mon frère ouvrir la porte de l'entrée et déposer ses clés dans une coupelle. J'ai un instant d'hésitation. Ce pourrait être mon père ou mon autre frère. Il ne sait pas que je suis là. Sa silhouette me frappe de plein fouet. Ses gestes sont assurés. Il semble si calme. J'entends une bribe de conversation, sans doute salue-t-il la femme de ménage. Sa voix est posée. Il n'est pas empêtré dans ses vêtements ou embarrassé par son corps. Ça ne dure que quelques instants. Aucune oscillation. L'air flotte avec légèreté autour de lui. Il paraît occupé, comme si d'autres activités l'attendaient. Il est dans ses pensées, sans gravité. Il n'a pas l'air malade. Ce jeune homme, ça aurait pu être lui. J'apprends l'alphabet à 3 ans. C'est un peu jeune, mais mon frère a décidé que je serais précoce. Je l'épate, je suis épatante. Nous sommes au premier étage d'un duplex à Ville-d'Avray. Mon frère Carlos et ma sœur Vicky sont allongés sur des poufs devant la télévision. Georges sort de sa poche des cartes où je vois marquer des signes. A, B, C. Les lettres n'ont rien à voir avec l'école. Tous les matins, je me rends au jardin d'enfants, je gribouille des dessins et je chante des comptines. L'école, je ne sais pas encore vraiment ce que c'est. Les lettres servent à lire et écrire des livres. Les livres, c'est ce qu'il y a de plus important. L'alphabet met des étoiles dans les yeux de mon frère. Il est ébloui. Je ne comprends rien de ce qu'il me dit, mais je ressens une grande intensité. Les lettres, il les connaît bien. Elles n'ont plus de secret pour lui. Il les a domptées. Il deviendra écrivain. A, B, C, D, E, F, Georges. C'est facile. Je l'ai trouvé dans le bottin. La publicité annonçait psychothérapie brève et de soutien. Je crois me souvenir qu'il y avait même marqué « résultat garanti » ou une autre mention tout aussi honteusement fausse et racoleuse. Mais le charme opère. Je suis séduite par le mot « brève ». J'appelle le numéro. À 23 ans, j'ai rendez-vous pour la première fois avec une psychanalyste. Je suis ravie que personne ne me l'ait recommandé, qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre nous. Un espace vierge. Depuis quelques mois, j'ai des attaques de panique. Ça m'arrive à n'importe quel moment, apparemment sans raison. Je ne peux plus respirer. J'ai l'impression d'étouffer et d'être en train de mourir. Ou plutôt, je n'ai pas l'impression de mourir. Je meurs, j'en ai la certitude, puis je reviens de cet état extrême, épuisé et terrorisé. Ma psychanalyste m'écoute. Ça n'a pas l'air de l'impressionner, ni de l'inquiéter. Ça se passe comment dans votre famille? Extrêmement bien. Ma mère décide que nous rendrons visite à mon frère, à l'hôpital Sainte-Anne. Ou peut-être est-ce moi qui ai insisté pour venir le voir? J'ai 9 ans. Je lui apporte un dessin qu'il pourra mettre dans sa chambre. Je me suis appliquée. J'entends ma mère dire à mon père, c'est bien qu'il se rende compte. Je ne sais si elle entend par là, c'est bien qu'il se rende compte qu'il est malade, ou c'est bien qu'il se rende compte de l'endroit épouvantable où se trouve leur frère. Je ne réalise pas entièrement que Georges est malade. Il est tel que je le connais. Les mots « hôpital Sainte-Anne » restent abstraits pour moi. Je sais juste que d'habitude, il refuse d'y aller. Mais cette fois-ci, il a accepté d'y être interné de son plein gré. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'électrochoc, une pratique encore courante au début des années 80. Nous traversons le parc Montsouris. Il fait nuit. C'est inédit pour moi de marcher dans un parc de nuit. Une sensation grisante, éloignée des préoccupations de mes parents. Nous attendons que mon père, parti en éclaireur, vienne nous chercher. Je comprends qu'il vérifie dans quel état se trouve mon frère.
Une fois passée la porte de l'hôpital, le visage de ma mère change. Elle se dit que c'était une mauvaise idée. Les murs sont sales, la lumière jaune et glauque. Nous croisons d'autres patients, bizarres, malheureux, grimaçants. Le temps s'allonge, alors que nous cherchons sa chambre. Comme ça. Et je vous recommande de lire ce livre, Grandir. Et la parole va être désormais à Antoine Dufeu. Antoine Dufeu est un ancien contrôleur de gestion et journaliste automobile. Il est poète, écrivain, dramaturge, professeur, éditeur, revuiste et auteur associé au CNEAI pour 2020 et 2021. Il a fondé avec Frank Smith, que nous avons entendu plusieurs fois en 2015, la revue RIP, un objet littéraire non identifiable. Et il est responsable du pôle écriture et de l'édition de l'école de design Strat. Je le cite parce que cette citation a tellement à voir avec la transformation quand il dit « Nous avons décidément besoin de penser à nouveau la politique, sinon toute rébellion sera destinée à se transformer tôt ou tard en jeton échangeable dans la première caisse du casino du coin. » Il va nous lire un extrait de son dernier ouvrage, Sophia Abeba, de 2020, dont il aime tout particulièrement la couverture, mais en fait, il va nous lire le contenu. Antoine, c'est à toi. Depuis quelques mois, et plus précisément depuis les semaines qui ont suivi la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue le 26 avril de l'année dernière, j'ai l'impression que mon pays subit de subtiles transformations. On n'oblige pas impunément, comme ce fut le cas, les gens, et particulièrement les enfants ou les tout jeunes adolescents de mon âge, à rester chez eux pendant plusieurs semaines. On n'interdit pas la consommation de la plupart des fruits et des légumes récoltés immédiatement après la nouvelle de l'accident, tout en oblitérant auprès de la population les conséquences sanitaires et écologiques des irradiations innombrables, sans s'exposer à plus ou moins long terme à des répercussions sociales, économiques ou politiques d'ampleur. Cela fait longtemps que le peuple n'est plus spontanément descendu dans la rue. Paris. Un jour, avant que le futur ne devienne une réponse, je partirai. Je ne me contenterai pas de partir en quittant ma famille, mes parents et mes amis, passant de nouveau d'un pays à un autre. Je changerai de nom et de sexe, par chance, sinon par fortune. Je laisserai probablement aussi la porte ouverte à quelques changements par obligation. Restera à savoir pour quelles raisons précises. Bien qu'étant encore loin d'avoir rempli les formulaires et d'avoir obtenu les papiers nécessaires à mon émigration, je sens que celle-ci sera irrémédiable, quand bien jamais je ne voudrais être considéré comme une réfugiée, même politique. Sans doute, sans être adoublé par qui que ce soit, j'irai en France et je vivrai à Paris, non pas pour avoir le loisir de pouvoir chaque jour voir de plein pied la tour Eiffel, mais pour demander chaque fois qu'il me viendra à l'idée d'écrire une phrase, de quelle manière la construire. Parler, et plus encore écrire en français, constitue pour moi un véritable défi. Si jamais il m'était impossible, ou plus évidemment interdit de vivre à Paris, je ne sais pas ce que je deviendrais. Puisqu'il me conviendrait de devenir quelqu'une plutôt que quelque chose, sans doute éprouverais-je le besoin ou le désir en premier lieu de me rendre en Éthiopie. Quoi qu'il advienne, je ressentirais probablement ce qu'en langue allemande on désigne par das Heimweh, le mal du pays. Je serais loin de parents que je verrais rarement. En tout cas, trop ou si rarement que je ne pourrais plus avoir conscience de la familiarité qui continuerait de nous lier,
d'autant que les objets de notre environnement autrefois quotidien constitueraient pour moi, dans une dynamique quasi morbide, des motifs d'interrogation quant à leur nécessité, à leur encombrement, voire à leur disparition programmée. Partir signifie que je quitterai tous mes proches, sans exception, mes parents et ma famille en particulier. Je serai au monde sans plus jamais privilégier les liens du sang, les liens de la famille élargie, recomposés, décomposés, nucléaires ou paratonnerres, ceux de l'appartenance à un État ou à une nation, quel qu'il ou qu'elle soit. J'aurai pour représentation des images de ma vie passée en Bulgarie, des photographies, des souvenirs, mais aussi la multitude de dessins ou de croquis que je réalise à tout bout de champ et que j'accumule dans des boîtes de chaussures. Afin de vivre durablement en France, il me faudra bien devenir française d'une manière ou d'une autre. Devrais-je me marier pour cela que je me marierai? Devrais-je être déchu de ma nationalité bulgare que je la regretterai? Je ne me fais guère d'illusions. Il est impossible d'échapper à un quelconque État. Il est impossible de ne pas appartenir à un État qui, en droit, en toutes circonstances, est innocent. Jamais, jusqu'à présent, mon désir de partir ne s'était encore manifesté avec une telle évidence et une telle détermination. J'ai l'impression que le fait de l'écrire m'a permis ce soir de le révéler et que réside même là l'unique raison d'être de ce qui ressemble à un début de journal intime. Abidja Bijaba, Sofia Abeba. Abidja Bijaba, Sofia Abeba. Bip bip. Merci. Merci. Nous allons écouter Johanna Hadji-Thomas, mais je vais présenter Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej parce qu'il est juste là derrière à écouter. Johanna et Khalil sont nés au Liban. Ils ont 11 ans quand ils font connaissance. Leur relation amoureuse et créative, elle, commence quand ils en ont 19. Depuis, ils vivent et travaillent ensemble, jamais l'un sans l'autre. Prix Marcel Duchamp en 2018, artiste, auteur et réalisateur de nombreux films, dont le sublime Je veux voir, et il continue. Ils sont constamment à la recherche de leur histoire avec un grand H, une grande H, de l'histoire des autres, l'histoire du Liban, l'histoire du monde, les histoires tenues secrètes. Et comme leur pays, ils sont en constante transformation. Johanna va nous lire quelques fragments de l'Apocalypse arabe, magnifique recueil de poèmes de la magnifique Ethel Adnan. Merci Johanna. Bonsoir, merci à tous, c'est formidable. Je vais donc vous lire quelques fragments, disons, de l'Apocalypse arabe, surtout la première et la dernière page et deux petits textes du milieu. L'Apocalypse arabe, c'est une œuvre majeure d'Ethel Adnan. Donc c'est un long poème, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites illustrations. Il n'y a pas de ponctuation. Les illustrations... je parle plus fort. Les illustrations, à chaque fois que je tomberai sur une illustration, je ferai un petit silence. Donc, à vous d'imaginer ce que ça peut être. Et je tenais à vous lire ça parce que bon, ce livre, c'est le lieu de transformation multiple, infinie, continue. C'est aussi un texte qui a été écrit en 1980 et qui ne cesse de nous transformer, qui a aussi en son sein une forme de permanence et de détérioration continue. Il me rend joyeuse et triste à chaque fois parce que je me rends compte que cet apocalypse, on continue à la vivre, spécialement dans notre monde arabe. Et c'est un texte que je trouvais aussi très important à lire après le 4 août, puisque c'est aussi à ce moment-là est un moment où depuis nous
essayons de nous relever de cette majeure explosion criminelle et qu'il faut à tout prix, on ne peut d'ailleurs se relever qu'en s'en transformant profondément. Donc voilà, j'essaye d'être sur le chemin de cette transformation et vous entendre me fait du bien. Donc voilà, je vais vous lire donc l'Apocalypse arabe, quelques fragments et je vous conseille vivement de le lire. Un soleil jaune, un soleil vert, un soleil jaune, un soleil rouge, un soleil bleu. Un jaune, un soleil. Un bleu, un rouge, un bleu. Un bleu soleil jaune, un jaune soleil rouge, un bleu soleil vert, un bateau jaune, un soleil jaune, un rouge bleu et jaune. Un matin jaune sur un soleil vert, une fleur bleue sur un bleu bleu. Mais un soleil jaune, un soleil vert, un soleil jaune, un soleil rouge, un soleil bleu. Un jaune, un soleil, une barque, un bateau, un rouge bleu. Un bleu soleil tranquille sur une table de jeu, un rouge qui est bleu et une roue. Un soleil solaire, un soleil lunaire, un soleil étoilé, un soleil nébulaire. Un soleil jaune, un soleil vert, un soleil jaune, Koresh, coureur, couru, courant. Un soleil bleu avant un soleil rouge, un soleil vert avant un soleil lunaire, un soleil floral, une barque ronde comme un soleil rond, une lune solaire. Un autre soleil jaloux, du jaune amoureux du rouge, épouvanté de bleu et horizontal. Un soleil romanesque, comme le jaune jaloux, comme bleu amoureux, comme un nuage. Un soleil frêle, un soleil timide, un soleil belliqueux, vaniteux et malheureux. Un pharaonique, un soleil égyptien, un univers solaire et un soleil universel. Une flèche solaire parcourt le ciel, un œil a peur du soleil, le soleil est un œil. Un soleil tubulaire hanté par les tubulures de la mer. Un soleil pernicieux et vaniteux. Un hopi, un soleil indien, un soleil arabe brun, un soleil jaune et bleu. Le soleil toujours va contre le vent. Le soleil tourne dans les cyclones. Le soleil s'étale sur une table. Les murs blancs ondulent dans la chaleur. On a amputé le soleil de ses jambes. Mercenaire vaincu. Les mouches bourdonnent, les vers puent, le sang devient blanc. On a porté le soleil à bout de bras jusqu'au cimetière. Escorté de ses planètes. Stop. Le soleil tombe dans le vertige de la mort. On a coupé les oreilles du soleil et on les a mises dans un bocal. L'odeur du phénol s'est glissée dans le pain des quartiers pauvres. Les enfants ont joué au football avec le corps du soleil mort. Stop. On a mis des clous sur des chaînes et des barres dans le corps du soleil. Ils sont venus masquer. Stop. Ils sont venus envenimer. Stop. Ils sont venus castrer. Stop. On a donné à un enfant un cercueil pour jouer. Stop. Le soleil jaune s'est rabougri, amputé. Il a appelé sa mère. Ishtar n'a jamais répondu. Stop. La Vierge n'a jamais appelé. Stop. Dans le verre du soleil mort, on a caché les objets pillés. Sur la plus haute tour de la ville, on a proclamé la mort. La côte multimillénaire a distribué aux vagues les membres épargnés du disque solaire. Stop. Beyrouth est fermée à la marée des hommes. Stop. Le port a fait naufrage. Il n'y a plus de sève dans les arbres pour la soif des habitants. Un forêt de cactus abrite des oiseaux de fer. Stop. Les maisons ont perdu leurs bras. Un soleil jaune de colère fouille le ventre des cadavres. Les combattants maudissent la chaleur qui filtre entre leurs cils. Les mouches bourdonnent ainsi que les hélicoptères au-dessus des bassins arides. J'ai mangé des libellules du matin au soir. Stop, ouh! Des fantômes en forme de chiens dorment dans les poubelles.
La terre crache des rayons nuisibles comme autant de paroles. Le soleil est un astre sourd, stop. Le ciel est son tombeau. Les habitants des nouvelles cavernes bavent de plomb. La mer est un linceul bleu et blanc, stop. Les marchands de draps ont quitté. Les médecins sorciers livrent leur bistouri aux prisonniers libérés. Ceux-ci tranchent le cou de chaque homme qui passe. La marée des hommes aboie à la porte des palmiers, stop. Il n'y a ni pain, ni eau, ni air, ni lumière. Il y a le manteau chaud de la mort et le néant. Et quand les âmes tombent de fatigue, on se bat avec ses ongles. Quand le soleil aura parcouru son chemin multimillénaire, le feu dévorera les bêtes, les plantes et les pierres. Le feu dévorera le feu et son cercle parfait. Quand le cercle parfait brûlera, nul ange ne descendra. Stop. Le soleil éteindra les dieux, les anges et les hommes, et il s'éteindra à son tour au milieu de ses filles. Alors, la matière-esprit deviendra la nuit. Dans la nuit, nous trouverons le savoir, l'amour et la paix. Merci. Le savoir, l'amour et la paix. A massive good. Merci, Johanna. Et nous allons écouter Hélène Matt. Et c'est Marion Collet qui m'a mise en contact avec Hélène Matt. Donc, merci Marion. Et Hélène est poète et plasticienne. Et elle vient d'obtenir son PhD en littérature, art de la scène et de l'écran. Elle combine l'oralité à la vidéo, l'écriture au dessin, la création à l'action. Elle use de mots matière et d'images gestes. C'est juste, n'est-ce pas? Elle a participé aux festivals internationaux de poésie de Trois-Rivières au Canada, de Namur en Belgique, de Périgueux en France et de Bogota en Colombie. Elle poursuit ses recherches à l'Université Laval dans le cadre donc de ce... Enfin non, ça c'est pas vrai, c'est fini ces recherches. Et là, enfin non, parce qu'on continue toujours de chercher toute la vie, même quand on a son PhD en poche. Gestes éphémères, vieillissement du corps, fuite de leur réalité, désuétude du technologique, l'habilité du numérique. Hélène Matt célèbre le passage et la transformation de l'instant. Elle va nous lire La chasse aux voyelles. Hélène, c'est à vous. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir. Vous m'entendez bien, hein? Ça va? Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Chez moi, c'est l'après-midi, mais bon, je comprends que c'est une soirée pour vous. En fait, j'ai un peu triché. Je ne vais pas vous lire de poèmes. Je vais vous présenter 2 petites vidéos parce que la transformation, pour moi, c'est aussi la transformation de la littérature, des mots qui deviennent des poèmes, parfois des petites chansonnettes, après des animations, donc toute cette matière de mots se transforme et devient parfois écranique. Donc, 2 petites vidéos très courtes de 2 minutes. La première est issue d'un projet qui se nomme Zoom Trobar, que je fais avec un collègue musicien. En fait, c'est un projet qui fait honneur à Paul Zumthor. Donc, pour cette vidéo-là, on a pris une courte vidéo de 6 vers, un court poésie de 6 vers, pardon, pour en faire une sextine. Donc, voilà la transformation, entre autres, à l'intérieur même du texte. Vous savez, la sextine qui a une forme spiralique comme ça, les mots qui reviennent comme un peu à la forme d'un coquillage, vous pourrez l'entendre. Et la seconde vidéo, je vous la partage. Elle est en relation avec la désuétude, l'obsolescence du technologique, comme Barbara l'a mentionné tout à l'heure. Mais aussi, je l'ai choisie parce que cette vidéo m'a valu il y a un mois à peine de recevoir un prix au Mexique au festival Photogenia. Au Mexique, donc on dirait Photogenia. Donc j'ai eu le prix Aurora Révélation, donc je voulais aussi vous la partager. Puis
un dernier mot pour vous remercier encore et vous féliciter pour vos lectures. C'est vraiment stimulant, c'est vraiment agréable de vous entendre. Donc voilà. Merci. Un pavé à la mer, la bouteille dans la mire, le gibier sur le mur et la chatte à l'amour. Reste à dire la mort, reste à dire la mare. Un pavé dans la mire, la bouteille sur le mur, le gibier en amour et le chat à la mort. Reste à dire la mare, reste à dire la mer. Un pavé dans le mur, la bouteille de l'amour, le gibier sans la mort et le chat en a marre. Reste à dire la mer, reste à dire la mire. Un pavé à l'amour, la bouteille de la mort, le gibier dans la mare et le chat à la mer. Reste à dire la mire, reste à dire le mur. Un pavé à la mort, la bouteille dans la mare, le gibier à la mer et le chat dans la mire. Reste à dire le mur, reste à dire l'amour. Un pavé dans la mare, la bouteille à la mer, le gibier dans la mire et le chat sur le mur. Reste à dire l'amour, reste à dire la mort. Amour, mort, mots amers, reste à dire le reste, pavé de murmures. Des supports fragiles, paniers de fruits flétris, livres ouverts sur la poussière, l'argenterie ne brille pour personne, épinglé, un papillon mord ses miettes, empaillé, l'animal que l'on regrette, des errances, décoré, une médaille à l'uniforme, assassiné, homme, s'abîmer, comme un écorché de plâtre, vanité, sur le papier l'encre pâle, délaissé, sur le bord de la chaussée, l'ordinateur obsolète, comme un téléphone, des errances, des supports fragiles.
Et maintenant, comme Nathalie l'a dit en fait en début de soirée, nous avons 2, 3 lecteurs impromptus. D'abord, ce sont Nelly Baude-Gérouard et Jean-Marc Baude, qui, je l'ai découvert en faisant des recherches, écrivent et dessinent des choses érotiques. Ah, ça m'intéresse. Mais pas seulement. Ce sont aussi des amis de notre précédente lectrice, mais pas seulement. Ils sont aussi des pan-machines, donc quelque chose qui est entre label et artiste à 2 têtes, un binôme pluridisciplinaire, peut-être un peu comme Johanna Adji-Thomas et Khalil Jorej, mais Nelly et Jean-Marc, je ne vous le connais pas encore assez pour dire, mais Yel n'œuvre pas au sein de notre contemporanéité dans le domaine d'une syntaxe établie, rassurante, séductrice, trompeuse, mais dans celui d'un questionnement sur les effets et les transformations de la réalité que produit notre univers techniciste. Ils vont nous lire, je crois, et nous rendre en musique Ventre, voyageur rouge. Merci beaucoup. Eh bien, merci aussi Hélène de nous avoir mis sur cette nouvelle fenêtre sur Bruxelles avec transformation. Et on va lire ce ventre voyageur et Jean-Marc va jouer du handpan. Qu'est-ce qu'un bateau? Qu'est-ce un barco? C'est un souvenir de la terre. Es un recuerdo de tierra. C'est un projet sur la mer. Es un proyecto sobre el mar. C'est une île pour les rats. Es una isla para las ratas. C'est un arbre qui nage. Es un árbol que nada. C'est un ventre voyageur. Es un vientre viajador. Merci. C'est là d'avoir animé et la transformation des langues aussi. Merci beaucoup, Nelly et Jean-Marc. Et nous allons écouter maintenant Clémence Gachot, Coniglio. En fait, je ne sais pas comment on fait pour dire né.e, pour le dire sans le dire. Alors, je vais dire né à Paris en 1991. Clémence Gachot est poètesse et artiste visuelle, diplômée et Yel vit et travaille entre Venise et Paris. Yel s'est aussi formée en photographie et dessin à l'UDEM, Université de Montréal. Vous voyez qu'on est très Canada là. Gravitant autour de l'expérience du corps et du soi, son écriture explore à travers le poème différentes techniques de subjectivité, l'ésotérisme, le féminisme et la psychanalyse. Récemment, Yel a lu ses textes pour le Festival de la poésie de Montréal encore, et Yel prépare
un premier recueil que nous sommes impatients de découvrir, un recueil duquel est tiré le poème lu ce soir, intitulé « Evadné ». Clémence, c'est à vous. Merci infiniment, Barbara. C'était très, très, très bien exprimé et lu. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez pu utiliser mon pronom. Merci beaucoup. Je vais donc lire un poème qui s'appelle Evadné et qui parle de renaissance et donc de transformation. Merci. Yel trotte, poignet libre. Yel arrive de loin. Yel trotte, trotte en fourchant le soleil. Sa jupe à la couleur des mers de Bretagne, une traîne de sous-bois et d'enfance cabossée. Ses pieds sentent la cendre. Sa marche s'écoute les yeux fermés. Son pas crépite. Yel n'a pas d'âge. La rousseur de ses cheveux dégouline du ciel aux épaules. Fait goûter les étoiles, fait monter les orages sur le fusain de sa route. C'est Yel que je tords. Yel sans frontières, Yel sans cagoule, qui chemine entre les mondes, bien assis, bien assise sur la clarté, l'arrière du crâne tondu, le front ouvert. Yel ne bleuit jamais. Yel résonne, rougit, poupée souriante. Yel ouvre mes paupières, passe un chiffon sur l'anxiété tremblotante, sur la plaie des paysages. Passe la main dans la fente du temps, du hameçon de ses doigts. Son pas léger dessine une histoire outre, une histoire béance, une poétique de la faille au parfum de problème, des cascades à double sens. Petite fille à facettes, garçon rêveur. Yel a couché dans le bûcher, Yel se répercute en fracas de brume. Lionne aux dents de lait, Yel a choisi son lit, se roule dans la mousse des arbres, en mutations et en caresses, vit sous la peau, en danseuse. C'est un suicidé ludique, une morte rieuse, sur le fil de l'entremonde, la séparation et l'union. Yel passe la main dans sa chevelure et ses dents allument le brasier des fugues à venir. Elle tourne en rond, il prend l'élan, vers les refuges, les huttes sombres où mordre les oranges cachés dans la rumeur et l'écume. Enfant de poème, Yel s'enflamme à sa propre colère. Yel est sacré, mythologique sous ses molaires, craque le cosmos, s'émiette finement le martyr. On la convoque, on la tue, on la mange, on l'épouse. Son pas est ma cantate, ma métaphore, l'annonce d'un veuvage pour renaître. Évadné, fuyard, fuyarde, qui court de bivouacs en bivouac pour crier plus fort. Évadné, l'adelphe, l'affamé doux, l'affamée douce, échappé des chambres et des baignoires, me susurre les mesures, le pas des choses. Yel enfile des perles sur un drap pour me faire rebondir où j'agonise. C'est Yel la fulgurance, ma bagnarde, mon bagnard, en jupe bigarrée, un pays de cocagne fait de souvenirs brûlés et d'allumettes fraîches. Merci. Une merveilleuse idée d'avoir pu vous inclure. Et donc, pour terminer cette soirée de transformation, c'est Nathalie Guillot qui va nous lire un poème qu'elle vient d'écrire. Nathalie Guillot, qui est notre fée, la gardienne du phare et la rose des vents, qui est en ce moment, elle fait semblant d'être devant l'Annonciation, mais en réalité, elle est perdue dans la neige, dans la nuit. Et c'est dans la nuit et dans la neige qu'elle nous a écrit ce poème qui va terminer la moisson de ce soir.
Nathalie, merci pour tout. Merci de nous offrir chaque mois ces merveilleuses soirées. Merci à toi et à ta fondation et à ceux qui sont à côté de toi. Et puis, merci à vous toutes et tous. C'est magnifique. Nathalie, merci. Alors, écoute, Barbara, merci à toi et à l'équipe, Julien et Jenna. Et j'ai pas fait grand-chose si ce n'est d'être le relais d'une envie collective de partager des textes, des émotions. Et j'avoue que j'ai été très émue ce soir par tous ces élans. Olivier, Mathieu, Vincent, Marion, Grégory, Antoine, Christalie, Johanna, Nikias, Anne, Olivier, encore Hélène, Clara, Manuela, Morten, merci à vous. Et je trouve que grâce à cette poésie qui nous anime, on peut continuer à être animé, avancer. Et en vous écoutant, il m'est arrivé quelque chose d'incroyablissime. C'est-à-dire que j'avais écrit effectivement un texte que j'ai écrit et que j'ai eu j'ai eu envie de le transmettre à une amie. Et entre-temps, ce texte a disparu. Vous n'allez pas me croire, mais ce texte a vraiment disparu. Et donc, en fait, j'ai envie de dire qu'on a perdu, gagné, je ne sais pas, mais en tous les cas, on a perdu la main sur une intelligence artificielle, des algorithmes et des datas qui sont en train de nous gouverner. Et à la place de ce texte que j'avais écrit cette semaine, qui, heureusement, je vais vous le lire, a été préservé parce que j'ai eu l'esprit de l'envoyer à une amie, m'est arrivé ceci. Et ceci est un texte qui résume de manière totalement algorithmique ce que nous avons vécu. Alors, j'ai envie de vous le lire parce que c'est quand même dingo, non? Alors, je vous le lis. Bon. Le 3A lecteur impromptu. D'abord, c'est son et libre et Jean-Marc gueule, qui je l'ai découvert en faisant des recherches. Écrivez, dessine des choses érotiques. Ça m'intéresse. Mais pas seulement. Ce sont aussi des amis de notre précédent lectrice. Mais pas seulement. Ils sont aussi des pas de machine dans quelque chose qui est un autre label. Les artistes. À l'hôtel. Un binôme pluridisciplinaire, peut-être. Un peu comme Johanna Hadji Thomas et Khalil. Je mets Nelly, Jean-Marc, mais je ne vous connais pas encore assez pour dire mais il y a le bras, pas au sein de l'autre, contemporaine. Dans le domaine, une syntaxe établie, rassurante, séductrice, trompeuse, mais lent, celui d'un questionnement sur les effets, elle, et transformation. Autre, bon, je crois qu'on a encore la main sur les algorithmes. Hein. Donc ça, c'est une salve d'un être humain, voilà. Transformation, galop de l'âge, effroi des visages, comptable de la matérialité du temps. Corps bousculé, adjugé, le temps d'avant. Candide petite, cheveux d'or, azur de tes yeux emplis de sel. Guette intrépide, le jour d'après. Miracle traversé. Fille de nos corps désolés, dépliés, métamorphose. Métamorphose du nouveau monde, comme une chenille, comme la chenille s'évade. Créature au sortir de cocon de soie, prête à en découdre, face à la fureur des éléments meurtriers. Ton vaisseau est prêt, petite. Entends-tu ces voix
ces voix dans le primat de la forêt. Elles t'appellent, soigne-les, cajole-les. Ces voix sont ta survie, elles sont les flammes du vivant. Et toi, petite, en courant vers elles, tu protèges les elfes de la forêt. Et plus encore, le bleu du ciel. À nouveau, il transperce, oui, il transperce les nuages. Neige immaculée, d'effets précieux, d'énergie dans son entier. Tu croqueras tout, avide. Petite, tu sais, toi, tu sais, la nature profonde, les gouttes à verser dans cet élixir de transformation. L'immobilité, à force, transcende, loin du crachin des égoïsmes. Méditons, avant la sortie du tunnel. La posture, tu l'as, petite. Tu nous fais même la leçon. Avoir trop grand, à manger sans faim dans le monde des humains. Pisteuse de loups, tu chéris le vivant. Cueille l'arborescence des bruyères de tes mains. Mais tu es ange parmi les elfes, épargné par ce triste spectacle, par le triste spectacle de ce monde, d'un monde fini. Et les voix rebelles, reprennent de plus belle à l'infini. Envie de vous rencontrer, de vous voir à la Fondation à Bruxelles. On va faire une grande fête en avril et on vous invite tous. Voilà. Oui, la fête. Oui. Bravo à vous. Bravo à tous et merci. Et on se retrouve le 25 février avant que ce soit avril à Bruxelles. Merci à vous, merci Barbara, merci à tous, à toutes. À très vite, à très bientôt. Bravo, merci. Bravo. À bientôt. À bientôt.